OK, merci. Merci, c'est vraiment un grand honneur d'être ici et merci au comité d'organisation de m'inviter. Et je suis bien conscient que c'est l'heure de la sieste et que je vais commencer à parler beaucoup de théories et de concepts. Et donc, je vous demande de me pardonner. Et aussi, je vous demande de me pardonner de mon niveau de français parce que c'est la première fois que je donne une présentation comme ça en français. Et donc, je vais sans doute avoir des tournures de phrases un peu étranges. Il va me manquer des mots parfois. Donc, encore, je suis déçu. Alors, commençons. La déprivation occupationnelle et le risque de l'impérialisme culturel en évaluation et l'intervention. Donc, le plan pour cette présentation, c'est que je vais d'abord parler de l'importance de la participation sociale et de l'amitié et de l'appartenance. Et ensuite, je vais parler de l'impérialisme culturel et je vais introduire deux théories de la justice que vous ne connaissez sans doute pas, ou peut-être, je ne sais pas, mais pour vous, c'est possible. Une qui s'appelle l'approche des capacités, une autre qui s'appelle les 5 visages de l'oppression. OK ? Et après, on va en terminer en parlant de la justice et la neurodiversité, parce que tout ça, c'est bien lié. Donc, permettez-moi de commencer. Je vais vous donner aussi le langage qu'on a parlé d'abord, comment parler de ce genre de trucs à des administrations qui s'intéressent à la santé. Et donc, vous connaissez peut-être l'Organisation mondiale de la santé qui a créé récemment la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est vachement important parce que ça souligne le fait que la santé est une interaction entre le corps, bien sûr on sait ça, les activités, et la participation. Et les activités étant l'exécution d'une tâche et la participation étant l'implication d'une personne dans une situation de vie réelle en fonction d'une personne en société. Donc la santé est un état de bien-être physique, mental et social complet. Donc, je sais que vous êtes ici, vous êtes sans doute, ça sonne bien pour vous, sans doute. Vous pensez beaucoup aux activités et à la participation, mais il est important de reconnaître que ce langage existe au niveau mondial de la santé et que c'est justement un autre outil pour vous à utiliser pour en parler avec les administrations avec lesquelles vous travaillez, pour vraiment promouvoir l'importance de la participation. Donc, comme vous le savez bien, c'est non seulement, la santé n'est non seulement l'absence de la maladie ou de l'infirmité. Pour montrer un autre visuel, c'est en bas là, voici un modèle que le CIF a démontré. Vous voyez là la relation entre, ça marche le truc, ok. Les activités, la participation et les fonctions organiques sont tous très liés à la santé. La raison que je vous montre ce modèle, c'est pour vraiment souligner le fait que la participation et les activités ont autant d'importance pour la santé que les fonctions organiques et anatomiques. Et justement, dans les organisations qui utilisent le paradigme biomédical, on se centre en général, aux États-Unis, sur les fonctions organiques et structures anatomiques. Et en général, on dit que d'abord, il faut cibler ces fonctions et être sûr que tout marche bien, et ensuite on passe à l'activité, et ensuite on passe à la participation. Mais voici, ici on voit très bien que c'est aussi important, et que donc on devrait cibler tout ça à la fois. OK. Donc, la santé encore, c'est non seulement l'absence de la maladie ou l'infirmité, mais c'est la capacité d'une personne à être et à faire ce qu'elle veut afin de vivre avec dignité. Okay. Donc, c'est bien plus important, là. Vous pouvez lire Venkatapuram, là, qui a écrit tout un livre qui s'appelle « La justice et la santé ». Et c'est lui qui a créé un argument très intéressant à ce niveau-là, qui encore vous donne un langage pour parler aux autres personnes. Donc, nous savons qu'il faut viser plus que les symptômes psychiatriques. Pardonnez-moi. Que les interventions elles-mêmes doivent aider les personnes à participer dans la vie, à s'épanouir et à se développer. Et je suspecte que vous êtes tous d'accord avec ça. C'est pour ça que vous êtes ici. Alors, nous avons des preuves que la participation sociale est importante. Ce n'est pas seulement un truc qu'on parle qui est intéressant, mais on a des vraies preuves que
Les personnes qui sont satisfaites avec leur niveau de participation ont une meilleure qualité de vie. Ça, c'est une étude qui a été faite avec les personnes avec des maladies, soi-disant maladies de santé mentale. Nous savons aussi que les désavantages sociaux élèvent le risque de psychose. Donc, même quand on regarde seulement la santé mentale elle-même et non l'activité et la participation, nous savons que c'est lié à la psychose elle-même. Mais la solitude aussi. On ne parle pas assez de la solitude et l'isolement social et comment ça peut vraiment affecter notre santé mentale. Nous savons que les personnes qui sont isolées ont tendance à utiliser les services de santé plus. Donc, au niveau de l'administratif, on peut dire ça coûte plus cher. Donc, la solitude, c'est quelque chose qu'on voudrait adresser. On sait aussi, bien sûr, comme j'ai dit, qu'il y a les effets négatifs, mais l'isolation et la solitude est associée au déclin cognitif. C'est aussi un facteur de risque pour la cardiopathie et les accidents vasculaires cérébrales. Et c'est même une cause principale de la mortalité. Et même au niveau très banal de la vie de tous les jours, nous avons des preuves que le sentiment d'exclusion pendant une activité peut rendre l'expérience elle-même moins significative. Donc, l'étude dont je vous parle là, c'était un jeu de balles. Enfin, il y avait un groupe de personnes qui se lançaient de la balle d'une personne à l'autre, et il y avait une personne qui était exclue de ça. Et cette personne-là, après, ils ont pu déterminer que cette personne n'avait pas vécu l'expérience de la même façon que les autres et s'était sentie exclue et que ce n'était pas un moment significatif. Donc, nous savons que même à des niveaux tout petits comme ça peut avoir un effet négatif sur la santé mentale. Donc, voici quelques preuves que vous pouvez peut-être utiliser. Donc, bien sûr, nous savons que la participation est importante, mais aussi, c'est l'amitié. Mais l'amitié réelle. Donc d'abord, je vous montre ce graphique, que l'amitié et la santé mentale sont liées dans une relation réciproque, c'est-à-dire que l'amitié est essentielle pour la bonne santé, mais aussi avoir la bonne santé mentale peut être essentielle à la capacité de quelqu'un d'avoir des amis. Donc c'est vraiment une relation réciproque là. En général, en psychiatrie, on parle de l'amitié comme une chose positive parce que ça crée un réseau social de support, comme si la personne a besoin d'aide. Et donc on dit, plus une personne a d'amis, plus ils peuvent chercher de l'aide chez ses amis. Mais c'est bien plus important que ça. Et si vous pensez à vos amis vous-même, c'est plus qu'un réseau social, mais ça vous donne un bien-être important. Nous voyons ici que les amis, ça donne l'acceptation. La personne a un soulagement de ne pas avoir peur ou d'être rejeté ou d'avoir honte. Et quand nous pensons aux personnes avec des soi-disant maladies mentales, on peut voir qu'ils n'ont pas l'habitude d'être acceptés. Ils n'ont pas l'habitude de ne pas avoir honte à cause de tout du stigma qui existe. Et donc, cette caractéristique de l'acceptation n'est pas une chose qui vive beaucoup. Une vraie amitié aussi est caractérisée de la réciprocité, c'est-à-dire que chaque personne a une chose à offrir à l'amitié et puis il y a un échange là. Donc, ce n'est pas unidirectionnel. Encore, on a tendance à essayer de donner des amis, mais sans on a tendance à essayer d'aider nos clients à avoir plus d'amis, mais ils n'ont pas toujours ce sentiment de réciprocité où eux, ils donnent, ils contribuent à l'amitié pour créer une expérience plus riche. Et tout cela est important parce que c'est lié au sentiment d'appartenance. Okay? Et nous savons que le sentiment d'appartenance lui-même est très lié au bien-être. L'appartenance aide aux personnes à sentir une connexion sociale. On voit beaucoup, et vous voyez Hamill là, qui a écrit un article là-dessus, et s'est appuyé sur beaucoup de recherches à ce niveau-là. Donc vous pouvez lire son article pour avoir plus de preuves scientifiques là-dessus. Mais elle a souligné le fait que ce n'est pas seulement la perte de fonction, la perte d'occupation elle-même qui a l'effet négatif sur la santé, mais c'est la perte de faire l'occupation avec quelqu'un. La raison
pour laquelle ça c'est important, c'est que si on réfléchit à beaucoup de nos interventions, on a tendance encore à cibler seulement les activités ou cibler seulement les occupations elles-mêmes sans vraiment considérer leur fonction pour la personne elle-même. C'est-à-dire qu'une personne qui a une expérience d'appartenance à travers une occupation, si elle perd cette occupation-là, peut-être qu'on peut aider la personne à avoir une autre occupation, une autre activité qui va enrichir ce sentiment d'appartenance, et que c'est ça qui serait important. Donc, encore, c'est vraiment l'appartenance est liée à ce besoin de contribuer, d'avoir une valeur, une importance sociale. Ça, c'est un besoin fondamental humain. Là, ici, j'ai écrit ce mythe du fardeau de prendre soin des autres. Parce que vous voyez sans doute ça beaucoup dans les recherches et de la littérature au niveau psychologique, qu'on donne l'impression que de s'occuper de quelque chose ou de quelqu'un, c'est un fardeau, puis on devrait éviter ça, parce que les personnes avec lesquelles on travaille, ils sont plus susceptibles à avoir beaucoup de stress et avoir du mal à gérer ce genre de soins. Mais en fait, on voit aussi que ce n'est pas nécessairement vrai, ça, et qu'au contraire, d'avoir besoin de s'occuper de quelqu'un ou de quelque chose, ça enrichit énormément la vie. Et donc, en fait, on n'est pas en train de protéger nos clients si on élimine ces fardeaux, qu'il faut au contraire encourager à un risque pour la personne de vivre une vie riche. Un exemple parfait avec ça, c'est aux États-Unis au moins, avec mon travail avec les Assertive Community Treatment Teams, dont on a parlé plus tôt. Les travailleurs dans ces équipes, les membres de ces équipes, ils ont tendance à ne pas vouloir à leurs clients d'avoir à s'occuper des animaux domestiques, parce qu'ils disent que c'est trop de travail, c'est trop difficile. Mais on voit des recherches même qui montrent que ça enrichit la vie de la personne et que la personne, elle sente qu'on a besoin de soi. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, les personnes qui ont un sentiment d'appartenance sont plus ouvertes à se faire des amis. Bien sûr, ils ont moins de solitude, mais il y a plus d'estime de soi et plus de sentiment de dignité. C'est une chose dont laquelle on parle très peu. J'ai vu ça peut-être une fois plus tôt ou 2 fois plus tôt aujourd'hui, mais la dignité humaine était une chose très importante. Je ne sais pas si vous êtes allé à la WFOT, le congrès de WFOT en Amérique, l'Afrique du Sud récemment, mais justement, Frank Cronenberg a beaucoup parlé de ça, du fait que le mot humain ou humaine est fréquemment absent de notre littérature, et c'est une chose on devrait en parler plus. Donc, la personne qui se sent, qui a plus de sentiments d'appartenance, va participer plus parce qu'elle ne veut pas laisser tomber quelqu'un, elle veut pas que, elle se sent appréciée et utile. Merci de tolérer mon français terrible. Alors, si on sait que l'appartenance est importante, c'est important de parler justement des différents modes d'appartenance pour qu'ensuite on puisse le promouvoir avec les personnes avec lesquelles on travaille. Donc j'ai déjà beaucoup parlé de l'appartenance sociale, cette idée de contribuer à la vie des autres et la communauté, et les connexions partagées et émotionnelles qui sont faites là. Mais il y a d'autres modes aussi. Donc c'est pas que l'appartenance sociale, mais aussi l'appartenance spatiale, l'appartenance existentielle et spirituelle, et l'appartenance et les activités partagées. Donc, spatiale, réfléchissez à vos propres expériences là. On a des connexions des fois, même tout seul, à certains lieux, à certains endroits, au paysage. Il y a des aspects sensoriels de ces endroits qui nous font sentir quelque chose de différent quand on est là. Si vous découvrez quelque chose comme ça avec vos clients, essayez de comprendre quels sont les aspects sensoriels ou les aspects de ce environnement qui donnent ce sentiment d'appartenance. Et après, essayez de trouver un autre endroit peut-être qui peut aussi partager ces mêmes aspects ou ces mêmes facteurs sensoriels. La même chose avec les objets, les souvenirs, les décorations, les photos. Nous, on a tendance de faire ça sans problème. Et bien sûr, existentiel et spirituel, qui est très lié à l'appartenance spatiale. Si vous réfléchissez à certaines expériences qu'on peut avoir en nature, par exemple, quand on est en Suisse ici, donc si vous montez une montagne, il y a quand même une expérience un peu importante là.
Donc, ce sont des choses qu'on sait qui contribuent à la qualité de vie et la santé mentale, et donc ce sont des choses que nous devons viser aussi. Enfin, c'est l'argument que ces auteurs disent et que font et que moi je fais aussi. Donc, on peut conclure que la participation de la communauté est une nécessité médicale. On n'a pas l'habitude d'en parler comme ça, mais je vous ai donné beaucoup d'outils là pour faire ce argument. Notamment en commençant avec l'Organisation de la santé mondiale. Salzer, là, Mark Salzer, qui travaille à Temple University, fait beaucoup de travail à ce niveau-là. Et je vous encourage de visiter son site. Ça s'appelle Temple University Collaborative on Community Integration. Je devrais vous envoyer ça plus tard, peut-être. Mais il y a beaucoup de ressources là que vous pouvez accéder gratuit pour vous aider à améliorer la participation sociale et communautaire de vos clients. Alors lui, il parle... son argument, c'est que la participation dans la communauté est une nécessité médicale parce que ça rend la personne plus active, physiquement et mentalement, bien sûr. Ça augmente l'estime de soi, la perception d'efficacité personnelle, c'est-à-dire que la personne se croit plus capable de surmonter des difficultés. Et la qualité de vie elle-même. Et tout cela est aussi lié à des bénéfices de santé mentale et physique. Donc, on peut faire ce argument très facilement. Et bien sûr, comme j'ai déjà dit, il y a plus d'opportunités de faire des amis, de développer des connexions riches et signatives, et de développer des compétences de savoir-faire. Et, plus important, d'atteindre des buts, des rêves divers. De vivre en dignité. Donc, un exemple, une preuve que je trouve qui est très intéressante, comment surmonter l'isolement social avec la participation occupationnelle. Il y avait une étude qui s'est faite avec des personnes âgées au risque d'isolement social, et ils ont été tâchés d'aider des enfants à participant à des programmes de lecture et d'alphabétisation. Et les résultats ont démontré, bien sûr, que les enfants ont fait des progrès au niveau scolaire, mais plus intéressant que pour les personnes âgées, le programme a augmenté leurs ressources sociales. OK, bon, c'est intéressant, mais leur degré d'activité physique, ça c'est très important, et leurs habiletés cognitives aussi très important. Ce qui était vachement intéressant de cette étude, c'est qu'on a aussi vu une diminution de 50% de chute. Ce n'est pas du tout lié à... Enfin, on n'aurait pas pensé que ce serait lié à la participation sociale. Et encore plus intéressant, c'est que le groupe témoin, le control group comme on dit, avait subi une augmentation de chute pendant le même temps. Donc en fait, c'est plus grand qu'une différence de 50% si on réfléchit beaucoup. Voilà une preuve encore que vous pouvez utiliser. Donc, l'ergothérapie et la santé mentale, on a tendance, comme j'ai dit avant, à visiter l'occupation et les activités sans vraiment considérer la situation elle-même ni ce que les occupations offrent. Comme j'ai dit avant, la perte de partager l'occupation est fréquemment moins importante que la perte de faire quelque chose avec quelqu'un. Donc, dans les hôpitaux et les centres qui vraiment utilisent le modèle biomédical, on a tendance à viser des compétences réductionnistes sans vraiment se centrer sur les connexions significatives, que nous savons sont des besoins humains pour certaines expériences. Un exemple parfait, on voit beaucoup dans le Social Skills Training, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais aux États-Unis, ça se fait énormément. On vise des trucs si simple que la connexion, le contact visuel, qui est un truc entièrement culturel. Dans certaines cultures, le contact visuel est une chose en fait qui est mauvaise. Mais on vise ça sans penser aux connexions qui sont importantes. J'adore ce quote de Rapp qui en fait résume tout ça là, bien, que les personnes n'ont pas besoin d'être dirigées vers plus de services de santé mentale. Je suis désolé parce que je sais que vous travaillez là-dedans. Mais ils n'ont pas besoin d'être dirigés pour plus de services. Ils ont besoin d'être dirigés vers la vie et la communauté. Okay? Donc, la manque d'inclusion elle-même est une forme de déprivation occupationnelle à cause des amitiés qu'on fait, des occupations qui sont liées aux amitiés et les occupations qui sont liées aux communautés avec lesquelles on participe. Et étant un membre d'une communauté, on est exposé à plein d'occupations qu'on ne ferait pas autrement, des fois. Donc, on peut voir la connexion là. Alors, la question devient, comment doit-on participer? Si nous savons que c'est très important, comment le faire? Et là, il faut faire attention. Parce que c'est là où
l'impérialisme culturel peut devenir une chose mauvaise là. Alors, il faut se poser la question, quelle quantité suffit? Avec qui? Il n'y a pas de standard, c'est vrai. Si vous parlez avec vos collègues ou plein de personnes, ou vous voyagez dans d'autres pays, on voit qu'il y a une grande variation dans les normes de participation sociale et en communauté. Nous sachons aussi, en études, là, des recherches, que les personnes avec les soi-disant maladies mentales, ils ont besoin bien d'amis, bien sûr, comme tout le monde, parce qu'ils sont comme nous tous, bien sûr, mais aussi, il y a une tendance aussi de vouloir être seul, des fois, un peu différente que les restes. Donc, ce n'est pas une chose mauvaise, c'est simplement un état d'existence différent. Donc, il faut aussi se demander quel type de participation en groupe, est-ce que la participation périphérique est suffisante? Par exemple, une personne qui va dans un environnement social, qui peut-être va dans un café, s'assoit tout seul, s'assied tout seul et fait rien d'autre, et que ça peut être une façon de participation sociale importante. C'est pas obligé d'être avec une autre personne. Mais en ergothérapie, on a tendance à vraiment cibler quelque chose d'actif, il faut toujours faire, et on n'est pas toujours ouvert des façons de participer différentes. Aussi, l'idée de la participation virtuelle ou à l'Internet. Encore, on a tendance à croire que la participation en personne est plus importante. Et à un certain degré, c'est vrai, parce qu'il y a des connexions personnelles, sensorielles qui se font là, qui ne peuvent pas se faire à l'Internet. Mais l'Internet donne quand même certaines avenues de former des connexions. Donc, si une personne ne participe pas du tout, mais elle veut participer, l'Internet peut être le premier pas, un des premiers pas très importants pour promouvoir la participation globale. Justement, il y a un exemple avec YouTube, une personne avec laquelle je travaillais en inpatient. Il regardait une chaîne de YouTube. Il y a des chaînes, il y a des personnes qui ont des chaînes. Cette personne-là, il regardait la chaîne de YouTube pendant 8 heures de sa journée. Et puis, quand on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il passait autant de temps à regarder cette chaîne, il disait que c'était parce qu'il savait qu'il y avait plein d'autres personnes qui le regardaient au même moment, et que, sachant que d'autres personnes faisaient exactement la même chose que lui en ce moment, ça lui donnait une sensation de normalité, et que ça, c'était bien pour lui-même. Moi, je ne peux pas comprendre ça, mais pour lui, c'était quelque chose de très bien. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on devrait tous passer toutes nos journées à regarder YouTube à l'Internet, mais de peut-être problématiser, c'est ça un mot français, ça? Problématiser nos concepts normatifs de ce que ça doit être. Okay? Même chose avec les jeux vidéo. Ça peut être très social maintenant. Vous connaissez le phénomène de Fortnite? Ouais, je ne comprends pas. Mais enfin bon, c'est populaire pour une raison, et c'est important pour une raison. Donc, moi, je ne suis pas placé pour dire que c'est une mauvaise chose. Hein. L'exemple du Tiny Homes Project, c'est un projet que j'ai fait aussi, où on crée une communauté de maisons pour les personnes avec les soi-disant maladies mentales. Et justement, on a fait des groupes de témoins avec les personnes qui allaient vivre dans ces maisons et les staffs, les personnes qui travaillaient avec eux. On a fait des groupes de témoins pour voir ce qu'on doit faire avec un espace partagé pour tout le monde. Et les staffs, ils disaient tout de suite, oh, il faut mettre la cuisine là-dedans, il faut mettre le linge là-dedans, tout ça, pour que ça force les personnes à être ensemble. Et puis là, on va améliorer leur bien-être. Et contrairement, les personnes avec les soi-disant maladies de santé mentale, eux, ils disaient absolument non, je ne veux pas du tout ça, je veux la cuisine chez moi parce que je veux rentrer chez moi et je veux pouvoir sentir ce que je suis en train de cuire et puis c'est ça qui fait que ça soit une maison pour moi. Et donc cet exemple, ce n'est pas très significatif, mais ça montre vraiment comment les personnes qui peuvent comprendre une situation très différemment. Donc encore, il faut faire attention avec l'impérialisme culturel. Donc je vous présente très vite. Là, Iris Marion Young, ses idées ont été utilisées pour créer la théorie de la justice occupationnelle, mais elle a écrit ce livre-là très intéressant où il a identifié 5 visages de l'oppression. Je ne sais pas ce qui se passe avec
pourquoi le L est comme ça, mais enfin bon. Elle a dit l'exploitation, la marginalisation, l'impuissance, l'impérialisme culturel et la violence sont les 5 visages d'oppression que nous devons, on doit en parler plus. Donc les 3 premiers, c'est très, je vais pas passer beaucoup de temps là parce qu'on n'a pas assez de temps, ni le 5e, mais vous pouvez imaginer tout ce que cela veut dire. Mais je vais focaliser sur cette idée de l'impérialisme culturel. Et ça, c'est l'universalisation de l'expérience vécue de la culture du groupe dominant et son instauration comme la norme. Les groupes dominants projettent leur propre expérience vécue comme la représentation naturelle de l'humanité. Okay? C'est pour ça que chaque fois qu'on voyage dans un autre pays, on ne comprend pas exactement ce qui se passe et qu'on a des tensions culturelles entre nous. C'est parce qu'il y a un groupe différent qui domine. Et donc, à cause de ce genre d'universalisation de l'expérience du groupe dominant, on a tendance à concevoir les différences des autres groupes comme étant un manque ou un refus de quelque chose, et les catalogues comme étant les autres, une aberration, déviant. Donc, ils sont définis de l'extérieur, positionnés, placés par un système de signification dominante qu'ils ressentent venant d'autre part. Et ça crée une conscience double dans la personne, où elle se voit elle-même par les yeux du groupe dominant et aussi rejette cette expérience parce qu'elle ne comprend pas ou ça ne va pas bien avec sa conception de soi. Et tout cela peut, comme vous imaginez, marginaliser, alienate, comment est-ce qu'on dit alienate encore? Aliéner. Donc attention. Parce que, comme ergo ou travailleurs sociaux, on est susceptible à faire ce genre d'erreur, même très fréquemment d'ailleurs. Et même, vous pouvez réfléchir, si vous voulez passer le temps, comment ce genre de truc, ce genre d'impérialisme, comme nous sommes tous victimes d'une impérialisation culturelle aussi. OK. Donc, l'injustice de l'ergothérapie. On n'a pas l'habitude d'entendre ça. Mais c'est vrai, ça peut se créer. Étant la manifestation naturelle de l'humanité, le groupe dominant détermine quelles occupations et quelles routines de participation sont désirées, naturelles et saines. Même quand on n'a pas de preuves ou de recherche là-dessus, on a une façon d'entendre, enfin de comprendre la santé de cette façon-là. Donc, le fait d'imposer une façon d'être ou une façon de faire, c'est une injustice selon ce qu'on a vu avec Young avant. Il faut toujours reconnaître que nos présuppositions sont sociales, elles sont culturelles, elles sont historiques. Si vous voulez apprendre plus là-dessus, je vous encourage de lire Pierre Bourdieu. Il a beaucoup travaillé là-dessus en parlant de l'habitus. Vous avez peut-être lu. Et donc, ces présuppositions sociales, culturelles, historiques déterminent nos désirs, nos goûts, nos préférences, nos habitudes, nos rythmes de vie. Et ensuite, comment nous voyons les autres, parce qu'on juxtapose l'expérience des autres avec la nôtre. De cette façon-là, l'ergothérapie peut, en fait, de tous les jours, peut en fait semer l'injustice si on impose nos façons de vivre, impose nos croyances sur les personnes avec lesquelles nous travaillons. Et je vois ça tout le temps dans la santé mentale, notamment avec les équipes avec lesquelles je travaille, là, le Assertive Community Treatment Team. Ils ont tendance à rentrer chez quelqu'un et leur faire nettoyer toute leur maison, nettoyer leur appartement, parce que c'est sale. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je ne comprends pas pourquoi on fait ça, mais c'est une chose qui se fait beaucoup. Ça, c'est une injustice, une imposition culturelle, que seulement les personnes qui sont en train de recevoir les services doivent subir, mais les personnes qui ne reçoivent pas de services, ils peuvent faire ce qu'ils veulent chez eux. Donc, il faut réfléchir toujours à ça. Ce n'est pas facile, en fait, parce qu'il faut toujours avoir une réflexion personnelle. Pourquoi est-ce que je suis en train de faire ce que je suis en train de faire? Pourquoi est-ce que je crois que ça, c'est si important à faire avec mon client? Donc, OK. Oups, oui, voilà. Donc, pour se protéger un peu de ces injustices, cette idée d'imposer nos valeurs et nos désirs sur les autres, on peut s'appuyer sur une autre approche qui s'appelle l'approche des capacités. Ça encore, c'est une théorie qui a été utilisée pour créer les théories de la justice occupationnelle. Et on peut même dire que c'est la même chose. Parce que la question centrale ici, c'est qu'est-ce que chaque personne est capable de faire?
Et la justice sociale, par l'approche des capacités, est définie comme comment une société permet à ses membres de réaliser des vies dignes d'être vécues. Okay? Donc vraiment, ça se centre sur le de faire et de être, mais pas d'une façon qui vise trop le fonctionnement lui-même, sinon les capacités des fonctionnements. Donc, je ne vais pas passer trop de temps à parler des dotations initiales ni de l'environnement, parce que tout cela devrait être assez logique pour vous, et puis il y a beaucoup de synergie avec la justice occupationnelle, là. Mais ce qui est important de voir avec cette théorie, c'est qu'il refuse de dire qu'on doit fonctionner d'une façon spéciale ou particulière. Qu'au contraire, qu'on doit protéger ces 10 capacités, comme ils disent, capabilities, ces 10 capabilities, et c'est ça c'est la justice. Okay? Donc, vous voyez, les listes, la vie, la santé du corps, l'intégrité corporelle, le sens, l'imagination et la pensée, les émotions, la raison pratique, l'affiliation, les autres espèces, le jeu et le contrôle sur son propre environnement. Donc, comme ergothérapeute, comme travailleurs sociaux, si nous utilisons cette théorie de l'approche des capacités, on ne vise pas des occupations spéciales, sinon ces capacités qui peuvent être réalisées à travers des occupations. D'accord? Donc, pour faire le lien avec l'appartenance, je vois que tous mes diapos ont été vraiment changés là. Je suis désolé. Que l'appartenance est entièrement liée à la capacité 5, SIAT, émotion et affiliation. Et donc, j'ai mis l'explication là, traduite. J'espère qu'elle est assez bonne. Mais un travail qui promeuve les capacités et la justice doit aider une personne à avoir la capacité d'émotion, l'attachement à des choses et des personnes, donc nous voyons déjà l'appartenance, l'amour pour ceux qui nous aiment et qui nous entourent et nous soignent, et le droit à un développement émotionnel dénué de peur et d'angoisse. Combien de personnes avec lesquelles vous travaillez ont cette capacité ou capacité? Et aussi celle d'affiliation, la possibilité de reconnaître et de montrer l'empathie pour les autres, ainsi que le droit d'avoir une base sociale de respect de soi et une protection contre l'humiliation. En d'autres termes, c'est le droit à la dignité et à être considéré comme ayant la même valeur que tous les autres. Pas de discrimination sur la base de race, du genre, de orientation sexuelle, l'appartenance ethnique, la caste, la religion, l'origine nationale. Nous ne vivons pas dans un monde juste. Hein? Donc, voilà la théorie des capacités. Je vais changer un peu de thème là, et je vais centrer sur cette idée de sens, imagination et pensée. Parce que c'est lié à la neurodiversité, et ce qui est encore lié à la participation normative et par ça l'injustice ou la justice. Donc, de pouvoir utiliser ces sens, imagination et pensée, c'est de pouvoir user encore ces sens, pouvoir imaginer, pouvoir raisonner, et pouvoir cela d'une façon humaine, informée et éduquée. De pouvoir utiliser en rapport avec des expériences et activités religieuses, littéraires, musicales, etc. Et c'est protégé par une garantie de liberté d'expression, de pouvoir avoir des expériences plaisantes et agréables. OK. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Nous savons... je ne vais pas trop passer de temps là-dessus, mais nous savons, avec la neuroscience, que les personnes avec la schizophrénie ont des différences sensoriales auditives. Ça a été bien prouvé et on le sait à 100%. Je vous fais noter que j'ai marqué différences sensoriales et non déficit. Okay? Et que cela, je ne vais pas trop expliquer la neuroscience là-dessus parce que je n'ai pas assez de temps, mais que c'est, en fait, il y a un mal à filtrer l'information et les sons superflus, et qu'il y a la probabilité de rater certaines informations importantes dans des environnements où il y a beaucoup de bruit. Okay? Donc tout cela, c'est vachement important pour la participation sociale et communautaire. Et nous savons que ces différences auditives sont liées à une participation sociale différente à cause des différentes cognitions sociales, une prosodie affective différente, donc des difficultés à détecter le ton émotionnel d'une personne. Donc le sarcasme, par exemple, c'est difficile à comprendre des fois. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce que j'ai envie de vraiment promouvoir cette idée de la justice et la neurodiversité. Okay,
Et cette idée-là, c'est vraiment de reconnaître que les variations de fonctionnement neurologique différents chez l'être humain sont normales, et ont toujours été, parce qu'ils ont toujours existé, sont normales et non des défauts ou des aberrations. Et que la diversité neurologique n'est pas une chose à soigner ni à guérir, mais on est toujours en train de le faire, ou essayer de le faire, et que peut-être que beaucoup de nos interventions doivent essayer d'arrêter de changer la personne elle-même, sinon peut-être changer la société. Donc justement, à votre question plus tôt, c'est une question très importante pour ce genre de concept. Donc là, la diversité neurologique, nous savons, produit une relation ou des relations différentes avec l'environnement social et culturel. Et que, à cause de ces différentes préférences, il y a différentes façons de faire et du sens pratique. Donc en fait, il y a une relation différente, fondamentale avec le monde. Et beaucoup de nos interventions essayent de changer la personne, essayent de changer cette relation au niveau de la personne. Et ça peut être un genre d'impérialisme culturel. Donc voilà. Alors, comment l'éviter? C'est pas facile. Il y a beaucoup de travail à faire au niveau social et culturel, surtout avec cette idée de neurodiversité. On n'a pas l'habitude de penser à ça, à penser que on a vraiment une façon d'être normative qui peut ou doit être changée. Mais tous les jours, on voit, tous les jours, avec nos actions, nos microaggressions, comme on les appelle aux États-Unis, des petits gestes, des expressions du visage, des petites choses comme ça qui peuvent justement marginaliser, aliéner des personnes, simplement parce qu'ils sont différentes. Elles sont différentes. Donc, ça, c'est un thème que j'ai entendu plus tôt. Il faut vraiment reconnaître l'expertise de la personne et son expérience vécue, qu'elle elle a une expertise sans égale de sa propre neurodiversité, ce qu'elle aime, ses besoins culturels, ses besoins sociaux et ses buts personnels, ses préférences. Et donc, la collaboration est essentielle. Et bien sûr, vous savez ça. Mais c'est vraiment une collaboration authentique, où vraiment on célèbre l'expertise de la personne avec laquelle on travaille, et qu'on surrender, on soumet, comment est-ce qu'on dit surrender? On se soumet, et on abandonne cette idée de l'expert. On sait certaines choses, mais on ne sait pas tout, bien sûr. Et qu'on collabore vraiment d'une façon authentique. Et c'est comme ça qu'on crée des changements qui sont acceptables, faisables et qui durent. Et ça engage les personnes, quand vraiment on les écoute, quand vraiment on les collabore avec elles. Et c'est là où on identifie des stratégies plus probables à réussir. Et une autre façon de faire tout cela, c'est de toujours commencer avec les forces et les atouts de la personne et jamais parler que des déficits, où vous avez besoin de l'aide, où il y a des problèmes. Mais vraiment de toujours utiliser les atouts et les forces comme la fondation pour n'importe quel travail qui se passe après. Malheureusement, on a tendance à être éduqués de ne pas faire ça. Et on a tendance à être éduqués d'une façon de se centrer sur les déficits, sur les problèmes pour changer les choses. Ça aide pas la situation parce que ça nourrit cette perception de la personne que non, je suis pas capable, non, je suis pas normal, non, je peux pas recover, comme on dit. Et donc, en fait, c'est vraiment une façon d'encourager la perception d'efficacité personnelle. Et pour en finir, faut jamais oublier que vous faites partie de l'environnement de la personne. Je ne sais pas si vous connaissez ce schéma-là, ce modèle, mais c'est classique dans l'ergo, le Person Environment Occupation Model. Et on en parle tout le temps, mais les thérapeutes n'ont pas l'habitude de penser qu'eux, ils font partie de l'environnement qu'ils essayent de changer et tout ça. Et donc, votre amitié et vos efforts avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, de vraiment avoir une relation authentique, réciproque, intentionnelle, valorisante, où la personne peut compter sur vous et vous donner vraiment du pouvoir réel et de l'espoir, c'est une chose qui ne peut pas être sous-estimée. Merci.